Ma belle-fille m'a interdite de la fête de Noël, alors j'ai acheté la maison d'Axe en grave côté. Elle ne l'a même pas dit avec véhémence. Ça aurait été plus simple. Non, Tara l'a dit comme on parle de la météo, avec désinvolture, efficacité, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. En fait, cette année, on garde la fête intime, dit-elle en plaçant un plateau de fromage bio dans le réfrigérateur. Puis, sans se retourner, elle ajouta. Juste des amis proches. Pas de famille élargie cette fois. Je restais là, vêtue de mon pull de Noël, celui avec des petites clochettes cousues main que j'avais cousues pour Eden quand il avait 5 ans. Il tinta légèrement tandis que je déglutissais. Alors, je ne suis pas invitée, dis-je. Elle se tourna, le regard déjà ailleurs, cherchant des gants de cuisine ou la prochaine tâche sur sa liste de fêtes. Ce n'est pas personnel, Evelyne. C'est juste que, tu sais comme c'est bondé. Et tu dis toujours que le bruit te donne mal à la tête. J'ai cligné des yeux. Oui. Je l'avais dit une fois. En 2019. Après être resté 5 heures dans leur jardin à distribuer des cadeaux et à servir des boissons pendant que Tara dansait pieds nus près du feu de camp et avait oublié l'heure du coucher d'Eden. Je n'avais pas dit un mot cette année-là. Ni celle d'après. J'avais juste nettoyé en silence. Lavé l'argenterie. Emballé les restes pour lesquels personne ne m'avait remercié. Avant de continuer, indiquez d'où vous regardez et abonnez-vous. On adore voir le chemin parcouru par ces histoires. Globe sur l'As Europe Amérique Bulle. J'ai déjà acheté une nouvelle robe, ai-je dit doucement. Tara jouait maintenant avec les bâtons de cannelle, hésitant entre les ajouter au cidre ou les utiliser comme décoration. Oh, tu pourrais peut-être le porter à l'église, dit-elle en souriant, sans vraiment me regarder. Tu dis toujours que la messe de Noël est ta préférée de toute façon. Ma langue se pressa contre mon palais. Non pas que je veuille discuter. Mais parce que si je ne me retenais pas, j'aurais pleuré. Quand Matthew est rentré, je m'attendais à ce qu'il dise autre chose. Qu'il réalise à quel point tout cela semblait froid. Mais quand j'en ai parlé gentiment, autour d'une tasse de thé, il a juste soupiré. Elle est juste stressée, maman. La fête, c'est beaucoup à gérer. J'ai hoché la tête. Bien sûr. La traiteur de l'année dernière était stressée. À force de dire aux gens où s'asseoir et de poster les RSVP sur Instagram. Et moi? J'étais juste, en trop. Trop vieille, trop calme, trop encombrante pour son style de vie minimaliste et rutilant. Le lendemain, j'ai fait chin-chin quand même. C'est ce que je fais toujours la semaine avant Noël. Je pensais que juste peut-être Eden se faufilerait, comme toujours, et demanderait « Grand-mère, tu as quelque chose à grignoter ?» Mais il n'est pas venu. Pas ce jour-là. Pas le lendemain. Même pas la veille de Noël, quand il m'aidait à saupoudrer les brioches à la noix de coco de sucre glace. Au lieu de cela, j'ai entendu de la musique à travers le mur. Des rires. Un bourdonnement grave et des verres qui s'entrechoquent. La fenêtre de mon salon donnait sur la leur. Je les ai donc tous vus, même certains des « amis proches » qui n'étaient pas de la famille, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ont réussi à se faire remarquer. Je me suis tenue derrière le rideau et j'ai regardé Eden dans son petit costume, courir après les ballons. Tara portait de la soie rouge, les cheveux parfaitement bouclés, souriant pour une photo devant une bannière, joyeux et lumineux. Matthew tenait un verre de vin et riait à une remarque de sa cousine. Et moi? Je me suis retrouvée seule. Toujours dans cette robe. Celle que j'avais achetée pour une fête où je n'étais pas la bienvenue. Plus tard dans la soirée, j'ai posé une seule bougie sur la table de ma cuisine. L'ai allumée. J'ai mangé un morceau de chin-chin. Et j'ai murmuré à personne en particulier. Je ne vais pas mourir ici. Le lendemain de Noël, j'ai rangé les décorations que je n'avais pas utilisées. De minuscules serviettes rouges. Un vieux renne en céramique. Les bougies blanches spéciales que j'allumais seulement quand Eden était là. Il n'y avait pas de désordre à nettoyer. Pas de vaisselle empilée dans l'évier. Pas de traces de paboueuse près de la porte. C'était le Noël le plus propre que j'ai jamais eu. Et le plus solitaire. J'ai fait bouillir de l'eau pour le thé, la bouilloire sifflant dans le silence. Je n'ai pas pleuré. Il y a quelque chose dans le fait d'avoir 72 ans qui sèche le genre de larmes que les gens s'attendent à voir couler. On devient son propre réconfort. On est son propre auditeur. Mais mes mains tremblaient. Pas de tristesse. De souvenirs. De souvenirs de l'année où j'ai fait 67 tourtes à la viande à la main parce que le traiteur de Tara avait annulé à la dernière minute. Je me souvenais qu'à mon arrivée,
avec des barquettes de riz jollof et de soupe au poivre, elle avait à peine levé les yeux de son téléphone. « Oh, Evelyne, tu es une vraie bouée de sauvetage », avait-elle dit en souriant à ses stories Instagram. Mais pas à moi. Je repensais à la façon dont Eden m'appelait, son lutin de Noël. Comment je passais des heures assise par terre avec lui à construire des bonhommes de neige en carton, tandis que Tara posait près du sapin et que Matthew jouait avec des guirlandes lumineuses, faisant semblant de l'aider. Ces souvenirs sont doux, mais ils sont aussi vifs. Comme les bords du verre. Mon mari, Raymond, disait que les fêtes permettaient aux gens de se révéler au plus profond d'eux-mêmes. C'est à Noël, m'a-t-il dit un jour, qu'on voyait qui appréciait le temps, qui se souvenait de la gratitude et qui ne souriait que pour les photos. Il est décédé il y a 6 ans, le 28 décembre, 3 jours après Noël. Il a eu un AVC en essayant de réparer une prise électrique mal branchée dans le garage. Je l'ai trouvé affalé, le tournevis à la main. Tara n'est pas venue à l'enterrement. Elle a dit qu'Eden avait de la fièvre et qu'il ne voulait pas qu'il attrape quoi que ce soit. Après la mort de Raymond, j'ai emménagé chez Matthew. Non pas pour devenir un fardeau. Mais parce qu'ils insistaient. Tu ne seras jamais seul, avait dit Matthew. Vous ferez toujours partie de la famille, avait ajouté Tara, la voix mielleuse et pleine de bonnes intentions. Mais avec le temps, j'ai appris que la famille avait des niveaux. Et je n'étais pas au top. J'avais ma place, la chambre d'amis près de l'escalier. Pas de photos encadrées. Pas de place dans la cuisine pour mes vieilles casseroles. Pas de chaise supplémentaire à table, sauf si Eden m'entraînait une. Ne t'inquiète pas pour la vaisselle, Evelyne, disait Tara. Détends-toi. Ce qui signifiait, ne pas être vu. Ne pas être entendu. Soyez reconnaissants pour le silence que nous vous accordons. Je suis devenu le fantôme qui pliait le linge et réapprovisionnait les serviettes. Qui préparait les gâteaux d'anniversaire et disparaissait avant l'arrivée des invités. Qui tenait Eden dans ses cauchemars, pour être raccompagné au matin. J'étais devenu un arrière-plan. Utile mais invisible. Ce matin de Noël, après le bannissement de Tara, enveloppé de politesse, je suis allé me promener. Devant la boulangerie du coin. À travers le quartier tranquille où les maisons étaient ornées de couronnes, de lumières clignotantes et de Père Noël gonflables. Ça sentait la fumée de bois et le sucre. Et la solitude. Puis je l'ai vue. Une maison. Une petite. Peinture écaillée, pelouse nue. Mais avec une porte jaune chaud et un panneau, à vendre, oscillant doucement au vent. Je me suis arrêté devant. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Je ne sais pas ce qui m'a ému. Peut-être était-ce le chagrin. Ou l'entêtement. Ou la petite braise de dignité qui ne s'était pas encore complètement éteinte. Mais j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le numéro indiqué sur le panneau. Une femme nommée Rachel a répondu. Nous avons fixé une visite pour le lendemain matin. Je n'ai rien dit à personne. Ni à ma belle. Ni à Matthew. Même pas à Eden. J'y suis allé. La maison sentait la poussière et la vieille moquette. Mais la lumière, oh, la lumière. Elle entrait à flot par les fenêtres de la cuisine, baignant le sol de miel. Il y avait un petit potager à l'arrière. Négligé, mais présent. Je voyais déjà des tomates. Du basilic. Peut-être de la menthe. Une petite pièce à l'étage avec des murs en pente et une vue sur l'allée de Matthew. Je suis resté dedans et j'ai murmuré. Je pourrais regarder la fête d'ici. Et comme ça, j'ai su. Je n'allais pas demander à être invité à nouveau. J'allais m'inviter moi-même, pour le reste de ma vie. J'ai signé les papiers 2 semaines après le Nouvel An. Rachel, l'agent immobilier, m'a souri comme si j'étais courageuse. Je ne vois pas souvent des retraités faire ce genre de démarche, a-t-elle dit en riant doucement. Vous devez vraiment aimer le quartier. J'ai simplement hoché la tête. Je n'ai pas dit, mon fils habite de l'autre côté de la clôture, mais je ne suis pas la bienvenue chez lui. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être dites. La maison était à moi. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai senti ce mot s'installer profondément en moi, à moi. Pas emprunté. Pas toléré. Pas partagé derrière des sourires polis et des limites strictes. À moi. Il fallait des travaux, bien sûr. La plomberie était vieille. Les fenêtres étaient collées. Le papier peint se décollait comme une peau fatiguée. Mais j'avais des mains. J'avais du temps. Et surtout, j'avais un but. J'ai appelé ma belle et je le lui ai dit. Elle a crié. Tu veux me dire que tu as acheté une maison entière à côté de celle de ton fils et tu ne m'as rien dit. J'ai ri.
Je ne me l'étais même pas dit avant que ce soit fait. Mabel est arrivée cet après-midi-là avec 2 foulards, un seau de chiffon et un balai qui paraissait plus vieux que nous deux. Nous avons frotté jusqu'à en avoir mal au bras. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un mouvement doux et régulier. Chaque jour, je peignais un mur. J'ai posé un rideau. J'ai remplacé une chose cassée. J'ai acheté des petits meubles dans une friperie, un fauteuil à bascule, une étagère à tasses, un tapis rouge usé mais magnifique. Chaque objet était comme une pièce de puzzle de moi-même redécouverte. Evelyne, la femme qui avait autrefois sa propre maison. Evelyne, la femme que Raymond aimait avec ses mains fermes et ses matins doux. Evelyne, la mère qui avait des rêves qui dépassaient le confort de ses enfants. Un après-midi, alors que je rangeais des casseroles dans mon nouveau placard, j'ai aperçu Eden par la fenêtre de la cuisine. Il était dans le jardin de Matthew, tapant dans un ballon sans enthousiasme. Il avait les épaules affaissées. Pas de rire. Pas de Tara en train de prendre des photos pour Instagram. Juste un garçon, seul. J'ai pensé à l'appeler. Mais je ne l'ai pas fait. Que je lui manque, me suis-je dit. Qu'ils le fassent tous. Mi-février, j'ai emménagé. Le dernier carton que j'ai déballé contenait ma théière préférée, 2 tasses en porcelaine de mon mariage et une petite photo de Raymond dans son atelier, souriant, la barbe couverte de sueur. J'ai posé la photo sur la cheminée. Puis j'ai préparé une théière à la citronnelle et je me suis assise près de la fenêtre. De là, je pouvais voir la porte arrière de Matthew. Fermée. Rideau tiré. Personne ne m'a salué. Et c'était parfait. Je n'attendais plus. Une semaine plus tard, on frappa à la porte. C'était Eden. Il se tenait debout, tenant une petite boîte en fer-blanc. « Grand-mère, dit-il, les yeux écarquillés. Tu habites vraiment ici ?» J'ouvris la porte en grand. « Entre, ma puce. » Il entra comme s'il pénétrait dans une grotte secrète. « Tu as des rideaux avec des tournesols. » Je les ai cueillis moi-même. Il me tendit la boîte. On faisait des biscuits au gingembre à l'école. Je t'ai gardé les bons. J'avais les yeux qui piquaient. Pas à cause du cadeau. De ce souvenir. Il resta 1 heure. On joua aux cartes. Je l'ai laissé gagner une fois et il m'a surprise. Il ne parla pas de la fête de Noël. Et je ne lui demandais rien. Mais quand il m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, il a murmuré. « Je préfère ici. Ça sent la cannelle. » Ce soir-là, j'ai écrit un mot. Pas pour l'envoyer. Juste pour me le faire dire. « Chère Tara. Merci de m'avoir montré ce que j'avais besoin de voir. Merci d'avoir fermé ta porte pour que je puisse ouvrir la mienne. Sincèrement. La femme de chambre que tu as oubliée avait un acte de propriété à son nom. J'ai plié le mot et l'ai glissé dans mon journal. Je ne l'ai pas brûlé. Je ne l'ai pas déchiqueté. Je l'ai juste gardé à l'encre et en silence. Parce que toutes les réponses n'ont pas besoin d'un public. Certaines sont faites pour la paix, pas pour les applaudissements. J'ai commencé à mieux dormir. Non pas parce que le matelas était neuf, il ne l'était pas. Il craquait comme des genoux fatigués. Mais parce que je ne rêvais plus d'être laissé de côté. Maintenant, je rêvais de quoi planter à côté du romarin. De l'endroit où placer le carillon que Mabel m'avait apporté. De la couleur que je pourrais peindre le portail au printemps. Je vivais. Je n'attendais plus. J'ai rejoint un club de lecture à l'église de l'autre côté de la ville. J'ai commencé à porter des couleurs plus vives. Rouge. Jaune moutarde. Une fois, même bleu canard et les compliments m'ont choqué. Tu as une peau si radieuse, a dit une femme. J'ai ri. Personne n'avait prononcé le mot « radiante » pour moi depuis des années. Tous les dimanches, Eden venait me rendre visite. Il venait à vélo, frappait 2 fois et entrait. On faisait des gâteaux. On jouait aux petits chevaux. On inventait des histoires sur les gens qui promenaient leurs chiens dehors. Il a dit « Grand-mère, ta maison ressemble à un livre de contes. » Et j'ai répondu « C'est parce que je suis en train de l'écrire. » Un après-midi, début mars, je taillais le rosier près de la clôture quand j'ai entendu des voix de l'autre côté. Tara. Son rire aigu, presque métallique. Elle était au téléphone avec quelqu'un. Oui, elle l'a vraiment acheté, l'ai-je entendu dire. Juste à côté. Comme si elle nous observait. Silence. Puis un reniflement. Non, elle n'a rien dit. Mais Eden n'arrête pas de venir. J'ai dit à Matt qu'on devrait arrêter, mais tu le connais, doux comme du beurre avec elle. Un autre silence. Bon,
Peu importe. Laisse-la jouer à la poupée. Je n'ai pas bronché. J'ai juste coupé une autre branche. Parce que ce sont toujours ceux qui pensent avoir le pouvoir qui sous-estiment les silencieux. Et j'avais appris. Le pouvoir ne signifie pas être bruyant. C'est choisir son silence. Cette semaine-là, j'ai organisé mon premier brunch au jardin. 4 femmes de l'église. 2 du club de lecture. Ma belle, bien sûr. Nous nous sommes assises dans le jardin sous un auvent en toile bon marché que j'avais attaché avec des rubans. Nous avons bu du zobo et partagé un gâteau à la noix de coco et des histoires d'enfance. Une femme, Myriam, s'est tournée vers moi et m'a dit « Tu as la force la plus douce que j'ai jamais vue. » Et quelque chose en moi, quelque chose de longtemps endormi, s'est agité. Le lendemain, Mathieu est arrivé. À l'improviste. Il est entré dans mon jardin comme s'il en avait encore le droit. Il a regardé autour de lui. Les pots de fleurs. Les rideaux propres. La nappe qui séchait au soleil. On dirait que tu t'es installé. Oui, dis-je en souriant poliment. Il remua, mal à l'aise. Eden passe beaucoup de temps ici. Il est toujours le bienvenu. Il hocha lentement la tête. Il regarda les roses. Tara pense que c'est déroutant pour lui. Tu sais, qu'on ne t'ait pas invité et maintenant, ça. J'inclinai la tête. Tu trouves ça déroutant, Mathieu? Il ne répondit pas. Parce qu'il ne savait pas. Parce qu'il n'avait pas pensé à la confusion que cela devait être pour un enfant de regarder sa grand-mère faire des gâteaux et de se faire dire qu'elle ne pouvait pas s'asseoir à table. C'est un enfant, dis-je doucement. Mais les enfants voient tout. Surtout ce qu'on ne dit pas. Il hocha de nouveau la tête, plus doucement cette fois. Eh bien, elle prépare déjà Pâques. Je voulais juste que tu sois au courant. Consciente de quoi, me suis-je demandé. Que je pourrais faire un scandale. M'immiscer dans la chasse aux œufs? J'ai simplement dit « merci ». Après son départ, j'ai écrit une autre entrée dans mon journal. Il pense toujours que c'est une question de fête. De plans de table et de cidre à la cannelle. Mais c'est une question de dignité. De trouver une porte quand la sienne est fermée. Et de construire sa vie sur son propre paillasson. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu une lettre par la poste. Une invitation. Manuscrite à nouveau, cette fois avec une écriture plus ferme. Tu es invité au spectacle d'Eden à l'école. Vendredi à 14 heures. Il chantera. Pas de « on serait ravis de te voir ». Pas de « désolé pour Noël ». Juste une carte avec une adresse et l'espoir que je vienne. Et pour Eden, je le ferai. Même s'il me plaçait au fond. Même s'il prétendait que j'étais encore une fois leur aide. Parce que parfois, on se montre présent, non pas pour l'approbation. Mais pour faire savoir à l'enfant qu'on aime. Ce n'est jamais toi qui es parti. Je suis arrivé 15 minutes en avance à la présentation de l'école d'Eden. Je portais ma robe bleu marine à petits boutons dorés, simple et soignée. J'ai apporté un bouquet de tournesol et d'eucalyptus emballés, de ceux qui, comme il l'avait dit un jour, sentaient le soleil. J'ai trouvé une place près de la rangée du milieu. Ni au premier plan, ni au centre. Mais pas caché non plus. L'auditorium bourdonnait des bavardages chaleureux des parents et du bruissement des programmes. Des enfants ont jeté un coup d'œil derrière le rideau de scène. Un professeur a murmuré des instructions dans un micro. Le bébé de quelqu'un pleurait doucement au fond. Tout cela m'a rappelé l'époque où Mathieu était à l'école, comme je repassais ses chemises avec tant de soin. Comme Raymond apportait toujours des pastilles à la menthe poivrée pour le trajet. Tara est arrivée 5 minutes avant le début, avec des talons trop hauts pour un gymnase d'école. Elle a balayé la salle du regard, m'a regardé dans les yeux et a fait un léger signe de tête sans sourire. Juste, un signe de tête. Mathieu suivait, tenant la veste d'Eden. Ils ne s'assirent pas à côté de moi. Ils choisirent une rangée devant. C'était parfait. Eden monta sur scène, petit nœud papillon, chemise sortie du pantalon, et lorsqu'il me vit, son visage s'illumina comme une lanterne. Il me fit un signe de la main, souriant, et murmura « Grand-mère ». Mon cœur s'adoucit. Ça en valait la peine. Chaque douleur. Chaque dîner silencieux. Chaque fois que j'avais été oubliée sur la liste. Sa voix tremblait au début, mais elle était forte dès le deuxième couplet. Il chantait comme si la joie était encore possible. Après le spectacle, je me suis tenue près des portes arrière, attendant de le féliciter. Tara passa devant moi. Pas de bonjour. Aucun geste. Mais Mathieu s'approcha. Merci d'être venu,
dit-il, les yeux rivés au sol. Je serrai le bouquet plus fort. Bien sûr. Il était merveilleux. Matthew hésita, puis ajouta. Il veut passer ce week-end. Il dit qu'il veut cuisiner quelque chose de nouveau avec toi. Il est toujours le bienvenu. Il hocha la tête. Commença à partir. Puis se retourna. Tu sais, on a essayé de garder un certain équilibre. Pour l'amour d'Éden. Équilibré. Quel mot? Un mot qui signifie, ne sois pas trop visible, Evelyne. Ne nous fais pas passer pour des imbéciles. Je ne répondis pas. Certaines phrases sont trop fatiguées pour être répétées. Ce samedi-là, Eden est venu. Il avait apporté un livre de recettes de l'école. Grand-mère, je veux faire du pain aux bananes avec toi. On a passé des heures à mélanger, à rire, à lécher la pâte à la cuillère. Et pendant que la pâte cuisait, il est entré dans le salon et a pris mon téléphone. Grand-mère, tu n'es pas dans l'album de famille de papa. Je marquai une pause, les doigts gelés en pleine toilette. Que veux-tu dire? Il fit défiler quelque chose sur mon téléphone. Des photos que j'avais envoyées à Matthew pour qu'il les garde précieusement. Puis, son petit sourcil se fronça. Tu vois? Regarde. C'est marqué famille 2020-2023. Mais tu n'y es pour rien. Il tourna l'écran vers moi. Des images de vacances, de barbecue, de week-end. Toutes soigneusement sélectionnées. Toutes filtrées et souriantes. Aucune avec moi. Pas une seule. Pas même la photo d'Eden et Tara que j'avais prise au brunch de Pâques de l'année dernière, celle qu'elle m'avait demandé de prendre, puis postée avec la légende, reconnaissante pour mon monde. C'était moi qui tenais l'appareil photo. Et pourtant, pas un seul cadre. Peut-être qu'ils ont oublié, dit doucement Eden, sentant le changement dans ma respiration. J'ai souri doucement. Ce n'est rien, ma puce. Certains souvenirs vivent ici, tout simplement. Je me suis tapoté la poitrine. Mais plus tard ce soir-là, quand il est parti, je me suis assise à ma petite table à manger et j'ai laissé le silence dire ce que mes lèvres ne pouvaient pas dire. Tu m'as effacé. Pas par colère. Mais par commodité. Comme si être exclu de Noël ne suffisait pas. Il m'avait effacé de l'histoire visuelle de la famille. Aucune preuve de ma présence. Aucune trace des repas cuisinés. Des cadeaux emballés. Des anniversaires organisés. Juste l'absence. J'ai ouvert mon journal ce soir-là. Ce ne sont pas les grosses gifles qui font le plus mal. Ce sont les retouches invisibles. Celles où il vous raide de la photo. Et vous demande quand même de sourire dans la vraie vie. Ce soir-là, je me suis dirigée vers le miroir du couloir et je me suis longuement observée. Je n'étais pas la grand-mère de ces portraits filtrés. Je n'étais pas leur récit soigneusement orchestré. J'étais réelle. Défectueuse. Présente. Entière. Et peut-être était-il temps que le monde me voie à nouveau ainsi. Le lendemain matin, j'ai réaménagé mon salon. Non pas parce qu'il en avait besoin. Mais parce que j'en avais besoin. J'ai rapproché le fauteuil de la fenêtre, déplacé la photo de Raymond sur la cheminée et placé un petit vase de soucis là où les visiteurs les verraient en premier. C'était un geste discret. Mais j'avais l'impression de reconquérir un territoire qui n'avait jamais été contesté, seulement ignoré. Plus tard dans la journée, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon étagère. Un classeur en cuir bleu foncé que j'avais acheté des mois auparavant mais que je n'avais pas utilisé. En haut, j'ai écrit au stylo doré. Archives familiales telles que je m'en souviens. Et puis j'ai commencé à collectionner ce qui m'appartenait. De vieilles photos, celles qu'il n'avait pas recadrées. Des copies imprimées des notes manuscrites d'Éden. Une photo de Raymond et moi pour notre 30e anniversaire. Souriant devant le même figuier maintenant en fleurs devant ma cuisine. Je ne préservais pas les preuves. Je préservais la vérité. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Dédra, de l'église. Elle animait un cercle hebdomadaire de récits intergénérationnels, un lieu où les femmes plus âgées pouvaient partager des souvenirs de vie avec des filles plus jeunes. Elle avait entendu dire que j'étais à l'aise avec les mots, et que j'avais une présence paisible. J'ai failli rire. Paisible? Peut-être. Mais pas inébranlable. Néanmoins, j'étais d'accord. Il était peut-être temps d'arrêter d'attendre que ma famille apprécie ma voix et de la partager avec ceux qui choisissaient de m'écouter. Ce samedi-là, j'étais assise en cercle, avec des chaises dépareillées, dans le couloir arrière de l'église. La pièce sentait le nettoyant au citron et les vieux recueils de cantiques. Les filles étaient assises en tailleur par terre, cahiers à la main.
Certaines portaient des tresses et des perles. D'autres avaient des écouteurs autour du cou. Je leur ai raconté mon enfance à Enugu, avec ses rues de sable rouge. À propos des mains usées de ma mère. À propos de la première lettre que Raymond m'a envoyée lorsqu'il m'a demandé en mariage. Ils m'ont écouté. Vraiment écouté. Une fille, pas plus de 12 ans, m'a dit « J'aimerais que ma grand-mère parle comme toi ». J'ai souri. Je ne l'ai pas toujours fait, ai-je dit. Il fallait que je me souvienne. En rentrant ce soir-là, j'ai trouvé Eden assis sur les marches de mon Porsche. Il avait son cartable et semblait nerveux. Il se dispute encore, a-t-il dit. Je me suis assise à côté de lui. Qui? Maman et papa. À propos de toi. À propos de mes visites trop fréquentes. Il a baissé les yeux. Elle a dit que tu essayais de m'emmener. Mon cœur s'est serré, non seulement à cause des mots, mais aussi à cause du calme avec lequel il les a prononcés. Comme les enfants ne devraient pas avoir à le faire. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Je ne pourrai jamais t'emmener. Et je n'essaierai jamais. Il s'est penché vers moi. Mais grâce à toi, je me sens en sécurité. Un silence. Et vu. J'ai fermé les yeux. La voilà. La vérité, enveloppée dans une voix d'enfant. Il est resté dîner, plantain et riz à la sauce au poivre. Nous n'avons plus parlé de ses parents. Mais après son retour, je suis restée dans mon jardin et j'ai regardé la maison de l'autre côté de la clôture. Leurs fenêtres étaient éclairées, mais leurs rideaux étaient tirés. Clôturés. Confinés. Comme toujours. Mon téléphone a vibré. Un message de Matthew. Il faut qu'on parle. Tara est contrariée. Elle pense que tu exagères. Elle dit que tu essaies de la faire passer pour quelqu'un de mal. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de cela, je suis rentrée et j'ai ouvert une nouvelle page de mon journal. Je n'exagère pas. Je mets les pieds là où je n'ai jamais été invitée, mais où j'ai toujours été à ma place. On ne peut pas avoir mauvaise mine en comparaison. Si on n'a jamais essayé de paraître bien par compassion. J'ai laissé le message sans le lire. Parce que je n'avais pas besoin de faire mes preuves. Pas à Matthew. Pas à Tara. Et pas à ceux qui pensaient que l'amour se gagnait par le silence et le sacrifice. Plus tard dans la semaine, j'ai préparé une fournée de scones au citron et je les ai apportés au groupe de compte. Les filles les ont dévorés, me demandant si je leur apprendrais à cuisiner la prochaine fois. Peut-être, ai-je dit. Mais d'abord, je vais vous raconter comment mon mari m'a un jour construit une étagère à épices en bois sans clous, juste de la patience et de l'amour. Elles ont halté comme par magie. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie comme quelqu'un qui valait la peine d'être connu, et non comme quelqu'un que l'on tolère en silence. Ce soir-là, à la maison, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières scintiller de l'autre côté de la clôture. Je ne ressentais aucune amertume. Juste, libre. Parce que la guérison ne vient pas toujours sous les applaudissements. Parfois, elle vient en silence. Dans des scones au citron et un stylo rouge sur des pages impeccables. Dans le silence qui suit le choix de ne pas répondre à un message qui ne vous a jamais vu. Je n'ai pas répondu au message de Matthew. Pas ce soir-là. Ni le lendemain. Je l'ai relu une fois de plus, lentement, puis je l'ai archivé. Je ne l'ai pas supprimé. Je n'effaçais pas mon historique. Je l'ai juste placé là où il ne pouvait plus me contrôler. Le lundi suivant, j'ai reçu un appel de la bibliothèque locale. Ils avaient annulé leur série de conférences mensuelles et se demandaient si je voulais intervenir. Peut-être quelque chose sur le patrimoine ou la guérison par le conte. J'ai souri, surprise. Je ne suis pas experte, ai-je dit. Vous êtes une femme pleine de sagesse, a répondu la bibliothécaire. C'est largement suffisant. J'ai dit oui. Le même jour, je suis allée à la poste et j'ai ouvert une boîte postale. Puis je suis allée à la banque et j'ai ouvert un petit compte d'épargne. À mon nom. Juste moi. Pour la première fois depuis des années, je n'étais ni co-signataire, ni personne à charge, ni une simple note de bas de page sur les papiers de quelqu'un d'autre. Je récupérais un espace juridique. Et cela semblait réel. Ce soir-là, je me suis assise sur mon Porsche et j'ai rédigé une liste intitulée « Ce que je n'attendrai plus ». Invitation. Permission. Excuse. Une place à leur table. Remerciement de ceux qui n'ont jamais voulu me connaître. Le lendemain, j'ai rencontré un avocat. Une simple consultation gratuite, 30 minutes. J'ai demandé comment réviser mon testament. Non pas parce que j'étais mourante.
mais parce que j'avais enfin commencé à vivre. J'ai expliqué, gentiment, que je ne souhaitais plus que ma maison, mon foyer reviennent automatiquement à Matthew. J'aime mon fils, ai-je dit, mais je ne lui fais plus confiance pour aimer ce que je laisse derrière moi. L'avocat n'a pas bronché. Elle hocha simplement la tête. Qui veux-tu nommer à la place? J'ai souri. Eden. Quand il sera majeur. Ce week-end-là, Eden est venu comme d'habitude. Il n'a pas beaucoup parlé de la maison. Il a demandé si nous pouvions planter quelque chose. Nous sommes allés à la pépinière et avons choisi un jeune figuier, comme celui sur ta photo avec grand-père, a-t-il dit. Nous avons creusé le trou ensemble, ses mains petites et instables. Les miennes fermes et exercées. Tu devras l'arroser chaque semaine quand tu viendras, lui ai-je dit. Je le ferai, a-t-il dit. Même quand je serai plus grand que lui. Plus tard, alors qu'il dessinait une étiquette pour la plante, je lui ai tendu une clé. À la maison. J'ai hoché la tête. Au cas où, ai-je dit. C'est à toi aussi, tu sais. Il la serrait comme un trésor. Je ne le perdrai pas, murmura-t-il. 2 jours plus tard, je recevais une invitation officielle. Cette fois, de l'école, pas de Tara. Eden était récompensé pour un projet d'écriture sur « La personne qui m'inspire le plus ». L'invitation contenait un extrait de son texte. Elle écoute quand personne d'autre ne le fait. Elle ne crie jamais. Et elle a toujours du temps pour moi, même quand le temps semble compter. Je n'ai pas pleuré. Pas sur le moment. Mais j'ai plié délicatement le papier et l'ai rangé dans mon classeur, sous archive familiale. Juste à côté d'une photo que j'avais prise du figuier que nous avions planté. Ce soir-là, j'ai enfin répondu à Matthew. J'ai bien reçu ton message. Merci de partager tes inquiétudes. Sache que je vis ma vie avec douceur et honnêteté. Si cela offense quelqu'un, je lui suggère de réfléchir plutôt que de le blâmer. Je continuerai d'accueillir Eden, toujours, non pas pour l'éloigner, mais pour lui rappeler qu'il n'est jamais seul. Pas de signature. Pas de défense. Juste la vérité. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai préparé une tasse de thé. Il ne s'agissait pas de provoquer. Il s'agissait de paix. À moi. Le lendemain matin, je me tenais dans ma cuisine, regardant la lumière du soleil se déverser par la fenêtre sur le sol. J'ai repensé à toutes ces années où j'ai marché sur la pointe des pieds autour du confort des autres. Toutes les fois où j'ai demandé « Est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux apporter ça? Ça te dérange si je reste ?» Plus maintenant. Parfois, la force ne ressemble pas à des cris. C'est comme planter quelque chose qui ne portera pas de fruits avant des années, et le faire quand même. Tout a commencé modestement. Un colis livré au mauvais Porsche, une de ces boîtes d'abonnement tendance que Tara commandait chaque mois. Au lieu d'aller la chercher, elle l'a envoyé chez Matthew. Il a frappé 2 fois. J'ai ouvert la porte en souriant. Il ne l'a pas rendue. Elle a demandé si tu pouvais simplement la laisser sur le perron la prochaine fois. Je lui ai tendu la boîte. Elle sait qu'elle peut venir elle-même, n'est-ce pas? Il n'a pas répondu. Parce que nous connaissions tous les deux la réponse. Ils étaient mal à l'aise. Non pas parce que je m'étais déchaînée. Mais parce que je ne l'avais pas fait. Les gens s'attendent à une punition qu'ils peuvent combattre. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est une paix qui ne les inclut plus. À la cérémonie scolaire d'Eden, je portais un chemisier à fleurs, une broche de l'ancienne collection de Raymond et le rouge à lèvres corail le plus doux. Tara portait du beige. Elle était assise au bord de la rangée, raide, les bras croisés. Quand le nom d'Eden fut appelé et qu'il se leva pour lire sa dissertation, son visage resta impassible. Jusqu'à ce qu'il prenne la parole. La personne qui m'inspire le plus, c'est ma grand-mère. Elle ne me donne jamais l'impression de devoir gagner son amour. Elle me le donne, tout simplement. Et ça m'aide à croire que je suis suffisante. J'ai vu Tara tressaillir. Juste légèrement. Je ne l'avais pas observé, mais je l'ai remarqué. Parce que le silence aiguise la vision. Après la cérémonie, Eden courut vers moi et me serra la taille. « Tu as entendu ce que j'ai dit? » « Oui. » Il sourit. Je pensais chaque mot. Je repoussai ses boucles en arrière. « Je sais, mon chéri. Et je suis fière de toi. » Tara s'approcha. Pour la première fois depuis des mois, elle me regarda droit dans les yeux. Son sourire était un sourire de répétition. « Merci d'être venu, dit-elle d'une voix tendue. « Je ne voudrais pas manquer ça, répondis-je. Un silence gêné. Puis elle ajouta, «
Il a passé beaucoup de temps avec toi. Je suis au courant. Un autre silence. J'espère que tu comprends l'impact que cela pourrait avoir sur les choses. J'inclinai la tête. Que veux-tu dire? Elle détourna le regard. Je veux dire, ses habitudes. Son attachement. On ne veut pas qu'il se trompe sur qui établit les règles. Voilà. La blessure sous la surface. Le contrôle. Je ne fixe pas de règles chez moi, dis-je doucement. Je crée de l'espace. Puis je m'éloignai. Non pas pour être impoli, mais pour honorer la version de moi qui se tenait autrefois figée sur le pas de sa porte, une tarte à la main et nulle part où aller. Plus tard dans la semaine, on frappa à la porte. C'était ma belle. Elle avait apporté du thé et son commentaire animé habituel. « Tu ne croiras pas ce que m'a dit la cousine de Tara », commença-t-elle en retirant son écharpe. J'ai ri. Tu sais que je n'aime pas les ragots. Ce ne sont pas des ragots si ça te concerne. J'ai haussé un sourcil. Vas-y. Apparemment, Tara avait commencé à me mentionner lors des réunions de famille, pas directement, bien sûr. Mais dans des commentaires comme « Certaines personnes ne savent pas quand lâcher prise » ou « On essaie de fixer des limites, mais c'est difficile quand les autres ne les respectent pas ». Ma belle sirota son thé. Elle est en train de s'effondrer, Evelyne. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne l'as pas suppliée de revenir. Je n'ai rien dit. Parce qu'elle avait raison. Tara ne voulait pas de réconciliation. Elle voulait la soumission. Et je ne vivais plus dans cette monnaie. Ce week-end-là, j'ai reçu une carte par la poste. De Matthew. Je suis désolée pour la tournure que les choses ont prise. Je ne sais pas comment arranger ça. Mais je sais qu'Eden t'aime profondément. Et je ne veux pas m'y opposer. Merci d'avoir été là quand je ne l'étais pas. Je n'ai pas pleuré. Mais je suis restée assise avec le poids de ces mots. Parce qu'enfoui au fond de moi se trouvait cette confession silencieuse. Il m'avait laissé tomber en tant que fils, mais il n'avait pas complètement fermé la porte. J'ai placé la carte à côté du programme scolaire d'Eden sur mon étagère. Puis j'ai convoqué le cercle de compte et proposé d'organiser la prochaine réunion dans mon jardin. Elles ont dit oui. Le vendredi suivant, 10 filles, 2 mères et une enseignante bénévole se sont réunies sous mon figuier. Je leur ai raconté l'époque où, petite, je marchais pieds nus sous la pluie, à la poursuite de l'écharpe perdue de ma mère. Que l'amour est parfois discret, mais jamais invisible. Que parfois, la chose la plus radicale qu'une femme puisse faire est d'arrêter d'attendre une place et de construire sa propre table. À la fin, une fille m'a demandé « Pourquoi ne leur as-tu jamais crié dessus? Ni grondé ?» J'ai souri. Parce que crier ne les fait pas toujours écouter. Mais bien vivre les fait remarquer. Les illuminations de Noël ont été installées 2 semaines plus tôt cette année-là. Tara aimait toujours les spectacles. Des stalactites blanches, des couronnes dorées, un renne gonflable géant sur la pelouse. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais la perfection, comme je l'ai appris, a un bourdonnement, et quand on écoute attentivement, ce bourdonnement est souvent synonyme de solitude. Eden est revenu le lendemain, emmitouflé dans une écharpe rouge et traînant un sac en papier rempli de pommes de pin qu'il avait peintes de paillettes. « C'est pour notre table, a-t-il dit. Notre table. » Il a hoché la tête. « Tu as dit qu'on pouvait construire la nôtre. » Et comme ça, un enfant m'a rappelé pourquoi j'avais planté de nouvelles racines. Nous avons préparé des biscuits à la cannelle cet après-midi-là, et comme il ne regardait pas, j'ai essuyé une larme. Pas de tristesse. De la prise de conscience que la guérison vient souvent en portant de petites chaussures et en demandant des vermicelles supplémentaires. Le lendemain soir, j'ai reçu un appel. De Matthew. Pas un SMS. Pas un message vocal. Un vrai appel. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. « Salut, maman », a-t-il dit d'une voix douce. « Salut. » Un silence. Je me demandais, si tu avais des projets pour le réveillon de Noël. Oui. Un autre silence. D'accord. Bien sûr. Avec Eden. Avec moi-même. Silence. Puis, Tara a traversé beaucoup d'épreuves. Je sais que ce n'est pas une excuse. Je pensais juste, qu'on pourrait peut-être parler. J'ai inspiré. Et expiré lentement. Tu peux passer le 23, ai-je dit. T. 16 heures. Il n'a pas protesté. N'a rien demandé de plus. Il a juste murmuré, d'accord. À son arrivée, il paraissait plus âgé. Pas dans son visage, mais dans sa posture.
Comme quelqu'un qui commençait enfin à assumer le poids de ses propres choix. Nous étions assis dans le même salon où il s'allongeait enfant, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond, posant sans cesse des questions sur la vie et les étoiles. Maintenant, il regardait le sol. J'aurais dû l'arrêter, dit-il. J'aurais dû me lever. J'ai hoché la tête. Oui. Ses yeux se sont levés brusquement, surpris que je n'adoucisse pas la vérité. J'avais peur de la tension. Du conflit. Mais finalement, j'en ai créé davantage en restant silencieux. Je lui ai servi une autre tasse de thé. Le silence ne protège pas les gens. Il protège le confort, ai-je dit. Il a regardé autour de lui. Les photos sur l'étagère. Le classeur étiqueté archives familiales. Le figuier visible par la fenêtre, ses branches nues, fortes et impassibles en hiver. Tu as construit toute une vie ici, dit-il. J'en ai toujours eu une, répondis-je. Tu ne l'as juste pas vue. Il ne se défendit pas. Au lieu de cela, il fouilla dans sa poche et en sortit une petite enveloppe. Une carte de Noël. Écrite à la main. Maman. La personne que j'étais à tes côtés me manque. La version de moi-même qui savait écouter me manque. Je ne m'attends pas à ce que les choses reviennent en arrière. Mais j'apprends. Et je suis reconnaissant que tu n'aies pas disparu. Mathieu. Je la pliai lentement, la rangeant dans le classeur sans un mot. Certains gestes sont plus éloquents quand on ne les raconte pas. La veille de Noël, Eden arriva en avance avec un panier de bonhommes en pain d'épices qu'il avait décoré. Regarde, grand-mère. J'en ai fait un qui te ressemble. Tu vois les cheveux blancs? J'ai ri. Il avait même dessiné un petit collier. Tara m'a envoyé un message poli plus tard dans la soirée. J'espère qu'Eden ne sera pas trop gênant. Je n'ai pas répondu. Parce qu'il n'était pas gênant. Il était léger. Après le dîner, Eden se tenait près de la fenêtre et regardait leur maison d'en face. Il ne rit pas beaucoup ce soir, dit-il. J'ai allumé les guirlandes lumineuses dans la pièce. Ils finiront par rire, ai-je dit. Mais parfois, il faut perdre le contrôle pour trouver la paix. Il a incliné la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour ne grandit pas dans la peur. Il a besoin d'espace. Et de choix. À l'heure du coucher, il s'est blotti sur le canapé sous sa couverture préférée et a murmuré « Je préfère être ici ». Je l'ai embrassé sur le front. « Tu aimes être vu ». Il a hoché la tête en fermant les yeux. Plus tard, je me suis tenu sur le porche et j'ai regardé les lumières vaciller à côté. Tout était parfaitement placé. Mais le silence à l'intérieur de leur maison était pesant. Quand minuit a sonné, j'ai murmuré aux étoiles. Voilà à quoi ressemble la guérison. Pas d'applaudissements. Pas de justification. Juste le calme. Et l'absence de supplication pour être inclus. Le matin de Noël arriva, baigné d'une douce lumière et rythmé par le chant des oiseaux. Eden s'agita avant même le lever du soleil, entrant dans la cuisine à pas feutrés, les boucles en bataille et les yeux ensommeillés. « On peut ouvrir le cadeau maintenant » murmura-t-il. J'acquiesçai et lui tendis une petite boîte enveloppée de papier doré. À l'intérieur se trouvait une simple boussole en argent fixée à une chaîne. « Pourquoi une boussole » demanda-t-il, les doigts en parcourant les bords. « Parce que je veux que tu retrouves toujours le chemin de la vérité, » dis-je. Peu importe où le monde essaie de t'envoyer. Il me serra fort dans ses bras, le genre de câlin que les enfants ne donnent que lorsqu'ils croient encore que l'amour est magique. Quelques heures plus tard, j'entendis frapper. Pas le léger coup de mon petit-fils. Un coup plus sec, plus anxieux. J'ouvris la porte et trouvai Tara. Coiffure parfaite. Maquillage impeccable. Voix tendue. Eden est là. J'acquiesçai. Il est là. Ses yeux me dépassèrent, scrutant la pièce. J'aimerais qu'il rentre. Je m'avançai sur le porche et refermai doucement la porte derrière moi. Il viendra. Après le petit déjeuner. Elle croisa les bras. Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Non, dis-je. C'est ce que j'ai autorisé. Elle cligna des yeux. Pardon. Je n'élevai pas la voix. Je ne bronchai pas. Tara, j'ai passé des années à marcher sur la pointe des pieds dans une maison que j'ai construite. Je ne le ferai pas sur un porche qui m'appartient. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Je le voyais sur son visage, la confusion, la frustration. Parce que je ne suppliais pas. Je ne pliais pas. Je ne partais pas. Je ne suis pas ton ennemi,
dis-je doucement. Mais je ne suis pas non plus ta note de bas de page. La mâchoire de Tara se crispa. Tu l'as montée contre moi. Non, dis-je. Tu as fait ça en lui faisant choisir entre la dignité et l'obéissance. Elle ne répondit pas. Elle s'éloigna, raide et silencieuse, le dos de son manteau emporté par une rafale de vent comme un rideau qui se ferme. Je retournai à l'intérieur et trouvai Eden en train de remuer du sirop dans ses crêpes. « C'était maman ?» demanda-t-il. J'acquiesçai. « Elle va bien. Elle va bien. » Il leva les yeux. « Tu es sûr ?» Je souris. Elle apprend. Comme nous tous. Ce soir-là, après le retour d'Eden, je traversai le jardin. Le figuier, encore nu dans le froid hivernal, se dressait fièrement. Racines cachées, branches tendues. Une promesse de ce qui allait arriver. À l'intérieur, j'allumai une bougie et m'assis près de la fenêtre. Sans attendre. Sans espoir. Juste être. Un message a sonné sur mon téléphone. De Matthew. Merci pour aujourd'hui. Je commence à y voir plus clair. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais j'essaie. Je n'ai pas répondu. Non pas par colère, mais parce que je n'avais rien à prouver. Les semaines ont passé. Janvier s'est installé avec des matinées calmes et des écharpes chaudes. Un après-midi, j'ai reçu une lettre. Manuscrite. D'Eden. Chère grand-mère. L'école nous a demandé d'écrire sur la personne la plus forte que nous connaissions. Je t'ai choisi. Non pas parce que tu te bats, mais parce que tu n'as jamais eu besoin de crier pour te faire entendre. Amitié. Eden. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai rangé dans mon classeur. Pas sous famille. Sous vérité. Et puis, un matin frais de février, j'ai ouvert le journal et j'ai vu quelque chose d'inattendu. Une annonce. Maison à vendre. Rue calme. Idéal pour une famille. Superbe vue depuis la véranda. Elle était à eux. Tara et Matthew déménageaient. Debout devant l'évier de ma cuisine, je laissais couler l'eau tout en regardant par la fenêtre. Pas surprise. Pas secouée. Immobile. Le camion de déménagement est arrivé 2 semaines plus tard. Ils ne m'ont pas dit au revoir. Je ne suis pas sortie. Pas par froid. Mais parce que toutes les portes n'ont pas besoin d'être fermées par le bruit. Certaines se ferment simplement au gré du vent. Eden continue de venir me rendre visite. Il arrose toujours le figuier. Nous créons un nouvel album ensemble, celui-ci intitulé « La vie que nous avons choisie ». À l'intérieur, il y a des photos, des recettes, des gribouillis et des citations. Sur la première page, il a écrit « Grand-mère n'a pas attendu qu'on l'invite. Elle s'est créée son propre chez-soi. Et c'était mieux que celui qu'on essayait de lui interdire. Alors non, je n'ai pas crié. Je n'ai pas exigé de place. J'ai juste acheté la maison d'Axe en grave côté. Et j'ai vécu la vie qu'ils n'auraient jamais imaginée sans eux. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, laissez-nous vos commentaires et abonnez-vous. On adore voir le chemin parcouru par ces histoires. Vous n'êtes pas seul. Et on n'est jamais trop vieux pour prendre de la place.